Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat consacré à l'actualité économique sur le continent. Sanctionné par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, le Mali et la Guinée déploient des efforts diplomatiques et juridiques pour recouvrer leurs pleins droits sur la scène sous-régionale et même internationale. Les autorités de Bamako et Conakry tentent de trouver des solutions pour éviter d'éventuelles crises économiques. Entre résilience et risque de faillite économique, comment est-ce que les autorités de Bamako et de Conakry évoluent? Décryptage dans cette édition spéciale avec nos invités, M. Serge Patrick de Souza, vous êtes consultant politique, merci d'être avec nous. Le plaisir est toujours partagé, M. Soumaro. Et avec nous ici en studio, M. Idrissa Keïta, vous êtes journaliste et consultant, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie, chers confrères, et je salue toute l'équipe de Midi 1 TV. Alors on profite aussi pour saluer vraiment tous ceux qui nous suivent depuis Bamako et Conakry. Messieurs, le Mali a connu un coup d'État et automatiquement et vigoureusement surtout, la CEDEAO a sanctionné ce pays. Ça a été le même cas au niveau de la Guinée. Aujourd'hui, avec toutes ces sanctions, comment est-ce que le Mali arrive à tenir économiquement ? Vous savez, déjà, le Mali a connu deux sanctions, deux niveaux de sanctions. Il y a d'abord la sanction qui est venue systématiquement quand il y a eu le coup d'État, parce que c'est une démarche, je vais dire, c'est une sorte de chorégraphie normale. Quand il y a un coup d'État, les institutions internationales, tout ce qui est accord, partenariat, tout ce qui est pays partenaires ne peuvent pas encourager le coup d'État. Et la deuxième chose est arrivée quand le gouvernement malien a prolongé la date de la transition. Et ça a été encore un coup porté au système, à l'économie malienne. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Mali a été résilient tout simplement parce que, vous voyez, nous sommes dans un pays qui produit la viande, donc je vais dire l'élevage. Un pays qui produit le coton et un pays en termes de production d'or est classé deuxième en 2022, deuxième au niveau de l'Afrique. Un tel État est forcément un pilier d'un point de vue stratégique dans la sous-région. La Côte d'Ivoire seulement, en termes de partenariat entre le Mali et la Côte d'Ivoire, il y a 1,4 milliard d'échanges économiques. Vous voyez, c'est énorme. Et 1,4 milliard d'échanges en dollars, c'est énorme. Ça veut dire que quand on sanctionne le Mali, mais effectivement, si les frontières sont fermées, que le Mali ne peut plus exporter la viande, que le Mali ne peut plus utiliser même le port d'Abidjan, mais il y a un impact aussi sur l'économie ivoirienne. Donc, avec le Mali, le concept de destin commun prend tout son sens. C'est ce qui fait la résilience de ce pays-là. Et avec ce nouvel environnement de la géopolitique où on voit avancer à grands pas la Russie qui se positionne au niveau de la sous-région et le renforcement des bases économiques et en termes de partenariat de la Chine, on se rend compte que finalement, toutes les sanctions qui ont été prises par le Mali ont eu aussi un impact au niveau des États de la CEDEAO, au niveau des États de l'UEMOA, même au niveau de l'UA, parce que le Mali représente quand même, je vais dire, un pôle économique stratégique dans cette zone Afrique. Alors, voilà. Idrissa Keïta, je me tourne vers vous. Le Mali, comment est-ce que ce pays arrive, selon vous, à tenir face à ces sanctions? D'abord, il est question de résilience. Je tenais à dire aussi qu'effectivement, il a parlé de bétail. L'année passée, en 2022, quand il y a eu la cherté poussée de la vie, quelque part, il y avait aussi l'aspect filière bétail. Et la Côte d'Ivoire était plus ou moins obligée de se retourner vers le Burkina, transiter à travers le Niger, c'était compliqué. Ça, c'était un impact. Je vous apprends que le Mali, le port du Sénégal a l'essentiel, les 70-80% de ses recettes à travers le trafic malien, qui est à plus de 400 millions de francs CFA par an. Parce que quand il y a eu la crise ivoirienne, Abidjan a toujours été le port naturel. Ils ont carrément migré vers le port de Dakar. Mais ces sanctions auxquelles vous avez fait allusion, en 2022 précisément, ont ouvert la voie à un transfert vers la Guinée. C'est la raison pour laquelle, lors de ces sanctions, comme on le sait, les présidents Alassane Ouattara et Macky Sall étaient les plus décriés, au soi-disant motif qu'ils étaient ceux-là qui étaient pour des sanctions fortes. Donc désormais, c'est Conakry qui est le port de Bamako. Et justement, il avait aussi parlé du coton. Le Mali est quand même le premier producteur quasi mondial du coton, l'or blanc, comme on le dit. Et ça, c'est le port de Conakry.
dont au sein du dit port, il y a un espace, comme ils disent, une concession, qui est dédiée à la Turquie. Et c'est cet espace-là, le groupe Al-Barak, qui a une entité précisément Al-Port, qui s'occupe de cela. Je crois qu'au fur et à mesure que nous allons avancer, j'aurai le temps de développer tous ces points. On aura le temps de développer, mais en parlant du port de Conakry, ça me permet de revenir un peu, puisqu'on parle du Mali et de la Guinée. Oui. Comment est-ce que la Guinée arrive à tenir aussi, à faire face à ces sanctions? Bon, la Guinée déjà... La Guinée a déjà... Non, vous savez, la Guinée a une particularité. C'est là où il faudrait être très regardant dans nos analyses. Le Mali est un pays en guerre. Et tout le monde le sait, l'essentiel du territoire, en tout cas près de 50 à 60%, bon, comme l'armée est en train de remonter, on verra, mais près de 60-65% sont occupés. Et Conakry, ils n'ont pas ce problème. Dans les années 2000, depuis le Libéria, on avait tenté une fronde avec le mouvement Ulimo. Le président d'alors, Lansana Conté, a dit aux populations de quitter les lieux avant un certain délai, il a bombardé. La Guinée a l'intégrité de son territoire et donc ça fait de ça une autonomie. La Guinée est un pays minier. Il ne s'en cache pas, il mise énormément sur ça. Et aussi, comme je l'ai dit, dans la sous-région, ces pays-là ont quand même des partenaires. Donc la Guinée, à travers son trafic, surtout à travers son domaine minier, et aussi, actuellement nous sommes à l'heure de la transition, cette transition a hérité de 2 gros contrats avec la Chine et la Turquie. J'ai parlé par exemple de Alport, mais il y a plusieurs autres choses. C'est un contrat global, si vous voulez, de 500 millions de dollars qui a été signé entre l'ancien président Alpha Condé et Erdogan en 2018. Alors que la Chine, de 2018 jusqu'en 2028, c'est un contrat de 10 ans sur 10 milliards de dollars. Chaque année, la Chine doit injecter 1 milliard de dollars pour construire des infrastructures et plein d'autres choses. C'est d'ailleurs dans ce sillage que l'autoroute Conakry-Bamako, qu'ils appellent généralement l'axe Mamou-Kindia-Dabola, a été construit. Parce que Conakry, depuis Alpha Condé, avait compris que géographiquement, quand on évalue les distances, Bamako est plus proche de Conakry que de Dakar et d'Abidjan. C'est la raison pour laquelle cette autoroute a été créée et c'est à travers le partenariat avec la Chine que cette route vient d'être finie il y a quelques mois. Alors, à vous entendre, est-ce qu'on peut dire que ces sanctions ou bien ces crises que vivent ces 2 pays sont en fait une opportunité pour se réinventer économiquement? Toute situation politique est une opportunité et ça dépend de la manière dont les principaux acteurs abordent cette situation. Je pense que le Mali, et surtout le mouvement qui s'est installé au Mali, c'est surtout un mouvement nationaliste, souverainiste qui vise à pouvoir, je vais dire, prendre en main la sécurité intérieure, mais aussi l'intégrité territoriale. Et vous voyez que quand le gouvernement malien arrive, en premier lieu, et la question prioritaire, c'est la question sécuritaire. Un État ne peut pas se développer si au sein de ces États-là, il n'y a pas l'intégrité territoriale qui appartient à l'État. On voit un peu ce qui se passe dans la crise en Ukraine. Et pardon, en Israël, avec Gaza, vous voyez, la bande de Gaza est carrément détachée de la Cisjordanie, qui est un territoire palestinien, et entre les 2 États, entre les 2 parties, il y a Israël qui est au milieu. Comment est-ce que le pouvoir légitime de la Palestine en Cisjordanie peut venir impulser une activité économique dynamique au niveau de la bande de Gaza, alors que c'est le Hamas qui a l'intégrité territoriale? Et c'est la même chose. On ne peut pas être dans un État, vouloir développer cet État-là, alors qu'à l'intérieur, il y a une crise militaire, il y a une crise armée. Et le problème au Mali, c'était ça. Et aujourd'hui, nous voyons qu'effectivement, il y a quand même une sorte d'évolution, pas comme ce qu'on voudrait dans l'immédiat, mais on se rend compte que finalement, l'armée malienne évolue et grandit. La preuve en est qu'aujourd'hui, on arrive quand même à avoir une sorte de lecture par rapport à l'exploitation minière du Mali. On arrive à avoir quand même la possibilité de voir que le Mali arrive à contourner cette contrainte de partenariat économique pour aller vers la Guinée, qui aujourd'hui est un partenaire qui partage, je vais dire, les mêmes idéaux
que finalement, les Maliens qui consistent à pouvoir s'affirmer en tant qu'État souverain, à s'affirmer en tant qu'État qui est bon économiquement. Voilà. Donc, je vais dire que finalement, c'est une opportunité qui est en train d'être saisie par les autorités maliennes et au-delà de toutes les considérations idéologiques politiques qui se font autour, au-delà de toutes les contingences et de toutes les influences géopolitiques, je pense que peu à peu le Mali essaie de se construire. Après, quitte à avoir l'impact direct sur le quotidien de chaque individu, de la population réellement. Mais je vais dire que si on veut arriver sur des questions de macroéconomie, dans un État, dans une situation comme le Mali avec toutes ces crises, considérer que le Mali va avoir une croissance au niveau du PIB d'1,8%, c'est vraiment à saluer. Vraiment à saluer. Un autre chiffre qui a un peu attiré mon attention, on a vu déjà que par exemple au Mali, les investissements directs étrangers étaient autour de 820 millions de dollars en 2019 et en 2022, nous sommes à 269 millions de dollars. Alors ma question, on a parlé des autorités du Mali, des autorités de la Guinée, mais le secteur privé même sur le terrain. Comment est-ce que ce secteur privé-là contribue à cette résilience? Mais c'est une logique. En 2019, le Mali avait un État quand même, un pouvoir élu, avec feu son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Donc évidemment, c'est différent d'une période d'exception. Parce qu'il faut dire une chose sur les transitions. Avant, il y a 30 ans, 20 ans, au temps des Sankara et autres, quand un militaire faisait un coup d'État, c'était un président plein. On ne le censurait pas, on ne le verrouillait pas, il n'y avait pas de texte qui pouvaient le contraindre à une certaine récession. Donc il pouvait pleinement prendre part aux institutions. C'est pour ça qu'on a vu plein de leaders militaires entre leurs homologues du continent et même en France, avec les présidents d'alors dans leur pays. Mais justement, ceux d'aujourd'hui, c'est parce que justement, il y a ces verrous-là. Ils ne peuvent pas se mouvoir comme il faut, qu'à la moindre opportunité, comme par exemple le sommet Afrique-Russie, ou par exemple, comment ça s'appelle, les Nations Unies, ils en font des tribunes politiques où ils tirent à boulet rouge sur quand même ces présidents-là qui sont là aussi depuis plusieurs années, qui n'ont jamais retenu les leçons des troisièmes mandats. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je le répète encore, le Mali n'a pas la plénitude de son territoire. Parce que vous avez parlé de 2019, mais c'est à partir de 2020 que la crise a commencé. Justement, dans cette crise, comment est-ce que les acteurs du secteur privé, dans cette, on va dire, dans cette incertitude, dans ce contexte de crise, est-ce que les acteurs du secteur privé... Il faut savoir que le secteur privé malien, ça je le dis haut et fort, il y avait des crises. Quand on parle de secteur privé, on parle de la Chambre de commerce et de l'industrie. On découvre que le président Ibeka, face au Covid qui est né en 2020, était venu avec le projet « Un Malien, un masque ». Au nom de ça, plusieurs entités ont eu à octroyer, à avoir des fonds. Celui qui était le président, j'aime pas dire les noms, je vais m'abstenir de ça, mais c'est connu, a eu à décaisser, je crois, plus de 500 millions. Et il s'est retrouvé emprisonné parce qu'il avait fait un détournement. Donc c'est pour dire qu'il y avait ce problème. Et après, le patronat aussi. Celui qui était à la tête, M. Koulibaly, devait passer la main. Et celui qui a été élu, Djadje Touré, qui est même originaire de la même région que Feu Soumaïla Cissé, le célèbre leader politique qui était à la tête de l'UEMOA, il y a eu une crise entre ces deux. Donc, et la Chambre de commerce et de l'industrie, il y avait une crise de leadership. Et au niveau du patronat même, il y avait une crise. Ce n'est que depuis quasiment cette année 2023 que tout est rentré dans l'ordre. Que maintenant il y a des présidents élus. Mais justement, dans un tel contexte, est-ce que les acteurs du secteur privé ont les mains libres de venir investir, de venir travailler? Je pense que le secteur privé, il faut pouvoir l'apprécier de diverses manières. Vous voyez, le secteur privé réagit en fonction de la situation politique intérieure. Déjà, il y a une situation au Mali qui est remarquable qu'il faut pouvoir savoir, c'est que sur 40 ans, le Mali a connu des effets de sécheresse, ce qui a fortement impacté les populations, près de 400 000 personnes. Et lorsqu'on arrive dans la phase de la transition, au-delà des crises internes, au niveau fonctionnel et structurel, que je peux appeler ici, le fait qu'il y ait eu cette crise
Et ce mouvement géopolitique qu'il y a eu au niveau du Mali, ça crée de nouvelles opportunités, notamment dans le secteur minier, dans le secteur du coton, dans le secteur tertiaire et le secteur primaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a une sorte de nationalisme qui s'est installé dans ce secteur-là, mais qui permet au secteur privé aussi de pouvoir s'exprimer, mais avec beaucoup plus de sérénité. Et ce secteur privé-là, c'est lesquels? Mais c'est ceux qui viennent se positionner comme la Russie, la Chine, la Turquie. Et quand ces personnes arrivent sur l'espace, mais ce sont de nouvelles offres qui se présentent, ce sont des conditions qui sont réévaluées, tout ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, on va dire que le Mali n'a pas l'intégrité de son territoire, parce qu'il y a encore des poches de résistance. Mais je veux dire, dans l'ensemble, si on estime que il y a une sorte de progression, de croissance au niveau du PIB, c'est que au niveau de la dynamique économique intérieure, les choses bougent. C'est ce que ça veut dire. Parce que le PIB, c'est ça. C'est comment est-ce qu'à l'intérieur, le système économique arrive à apporter quand même une plus-value. Et s'il y a une croissance, ça veut dire que les choses bougent entre les frontières. Voilà. Alors, est-ce dit, oui, je vous laisse rebondir d'abord. D'accord. Déjà, ce que je voulais dire, le secteur privé, en tout premier, on parle moi, je vois déjà la Chambre du commerce et de l'industrie. Pour ce qui est du commerce, déjà, le Malien, de façon très naturelle, avant de revenir à l'institutionnel, le Malien, il est commerçant. Le Malien voyage beaucoup. Donc, sur ce plan, le Malien, tant bien que mal, malgré ces crises-là, a continué à agir et beaucoup même s'est appuyé sur cette diaspora qui fait une mobilisation de fonds pas possible, qui dépasse parfois certains budgets nationaux même de l'État. Et ensuite, il faut savoir que la Chambre du commerce et de l'industrie, tant bien que mal, a quand même joué sa partition, s'est mise à disposition des nouvelles autorités. C'est plutôt au niveau de l'industrie où le gouvernement commence à se réveiller de transition, parce qu'il y a des sociétés phares qui existaient depuis 30 ans, 40 ans, avec l'avènement de la démocratie en 1992, qui ont disparu. Elles ont quasiment été bradées. Je cite le cas par exemple de la société la Batexi, qui elle était la société dédiée, comment dirais-je, comment ça s'appelle, au textile. Au textile. Donc cette société-là, non, Comatex plutôt. Batexi c'est le rival. Comatex, compagnie malienne de textile. On vient d'ouvrir cette société-là, qui est restée fermée autant longtemps. C'est comme maintenant même, on vient même d'ouvrir aussi le train, qui était fermé depuis 1998. Or, le trafic ferroviaire, il est très vital. Au niveau de l'industrie, il y a une réalité qui est là et moi, je la dénonce toujours. Le Mali est un pays exposé au délestage. Actuellement, même, c'est le grand buzz. La nouvelle ministre de l'énergie et de l'eau, qui est là depuis maintenant 3 mois. Le gouvernement vient à peine d'atteindre ses 100 jours. Elle a fait une sortie il y a moins d'une semaine où il y a eu plein de révélations fracassantes. En fait, le Mali n'a pas énormément d'électricité à satiété. Et quand il n'y a pas d'électricité comme il faut dans un pays, le développement industriel, il est quasi impossible. Donc, c'est ce que j'avais à dire par rapport au secteur du commerce et de l'industrie. Sinon, le secteur privé a une forte diplomatie. Dernièrement, même le président élu, qui s'appelle Madjou Sempara, était en Chine. Ils sont permanemment dans les forats, permanemment dans les forums, où vraiment des délégations se rendent pour rencontrer des investisseurs d'ailleurs et mener des affaires. Et justement, au cours de ces échanges, en tout cas, il y a 3 pays qui sont assez revenus, la Turquie, la Chine, la Russie. C'est un peu, on va dire, un abandon du partenaire traditionnel qu'est la France. Aujourd'hui, au niveau diplomatique, est-ce que le Mali arrive, la Guinée arrive à faire taire en tout cas les accords avec la France et se déployer véritablement vers d'autres pays? Bon, je vais rapidement clore sur le Mali. Vous savez, on ne va pas se mentir. La transition de la Guinée a 2 ans, la transition du Mali a 3 ans. On le sait tous, depuis plus de 7-8 ans, il y a ce qui s'appelait le sentiment anti-français. Ça, les pays, les populations s'en plaignaient, d'une manière ou d'une autre. Parce que soit, la preuve, exemple concret, le CFA. Un bien a été brûlé, ça a rendu quelqu'un populaire. Le débat du CFA, il est là. Le président Alassane Ouattara a eu l'intelligence de tempérer, mais ce débat-là, il est là. On n'en veut plus. Et la France a été là en 60 ans d'indépendance.
Mais quand on devait faire des élections, d'une manière ou d'une autre, on sentait l'ingérence où on taxait même certains candidats de candidats pro-français. Et vous savez, à travers le monde, il y a eu plein de colons. Le Portugal a colonisé, l'Angleterre a colonisé, mais c'est la France qui a été le seul pays, au moment des indépendances, à créer sa monnaie qui a été imposée aux colonies et qui a toujours été omniprésente. Nos institutions financières et autres. Donc, déjà, le désaveu avec la France au Mali, c'est du no comment. Ça, c'est connu. Le Mali, d'où le concept de souveraineté. Pour ce qui est de la Guinée, ça, je voudrais justement faire une mise au point à l'endroit même des téléspectateurs de Éco-Débat. C'est que on pense souvent que la Guinée n'est pas impliquée dans ce combat de rectification de l'histoire ou de rectification de gouvernance. Un 28 septembre 1958, Ahmed Sékou Touré a ouvertement dit non à un De Gaulle qui venait fraîchement de gagner les guerres mondiales, qui venait de faire tomber Hitler. Avec cette fameuse phrase, nous préférons la liberté dans la pauvreté qu'à l'opulence dans l'esclavage. Certes, la Guinée n'a pas eu ce développement tant espéré auquel on devait s'y attendre, c'est même le paradoxe, mais reste que économiquement, elle a été monnaie, elle est free. Et d'ailleurs, il y avait plusieurs années, les Guinéens se moquaient de nous qui étaient dans la zone CFA. Ils disent que vous avez la monnaie des Français. Un jour, il y aura un désaveu. Et tout pays où il y a une armée française, il y aura un désaveu. C'est le cas maintenant. Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est que la Guinée, elle, depuis 1958, elle a dit bye-bye à la France. Plusieurs années, près de 10, combien d'années avant que la France ne réhabilite ses liens avec le pouvoir de Sékou Touré. Et depuis cette époque déjà, tout le monde s'était tourné vers l'URSS, la Russie originelle, l'Union soviétique. Il y a même une mine là-bas très puissante qui s'appelle le Russal. Donc c'est la raison pour laquelle ces agitations de souveraineté ou de débats diplomatico-politiques au niveau de Conakry n'ont pas lieu. Sinon, le président de Conakry, le colonel Mamadi Doumbia, il est venu, il a hérité d'une situation même qui était née à travers cette question de troisième mandat. À une époque où les opposants étaient tout le temps dans la rue, il y avait tout le temps des morts d'hommes. Donc il était un peu compliqué que le pays avance, même si à l'époque je reconnais que, par exemple, le président Alpha Condé était sur un front, celui de la digitalisation des ressources. Et il avait aussi, je termine rapidement sur ça, il avait aussi instauré une chose que maintenant le pouvoir de Mamadi Doumbia a pris. Le contrôle de chaque ministre. Doumbia l'a repris il y a moins de 3 mois. Alpha Condé avait commencé ça. Donc, avec l'évaluation de chaque ministre, on découvre qui fait quoi. Parce qu'en fait, il y avait des ministres qui étaient nommés des années et des années durant. Ils n'arrivaient jamais dans certaines entités rattachées à leur département. Assez d'initiatives, en tout cas, on va dire beaucoup de choses à dire pour très peu de temps. Alors, ça sera votre mot de fin, votre intervention en même temps. Mais la question aussi sur laquelle je voulais revenir, c'est vous, comment est-ce que vous voyez les perspectives pour le Mali et la Guinée? Résilience ou on tend vers la faillite? Non, c'est la résilience parce que les estimations, les prévisions sont bonnes. Et je pense qu'aujourd'hui, le Mali est sur le bon chemin. Le Mali donne un exemple et essaie d'apporter une sorte d'impulsion à cette nouvelle dynamique nationaliste-là. Et on voit ce qui se passe quand même au Burkina. C'est vrai qu'après, il y a deux écoles. Il y a ceux qui sont vraiment des conservateurs qui veulent rester à cet terrain-là, être plus à l'aise. Et il y a ceux qui veulent oser aller un peu plus loin. À côté de cela, il y a la Guinée. Et comme il l'a dit, la Guinée est, je vais dire, l'un des seuls pays à avoir bâti sa propre monnaie et essayer de pouvoir se construire en tant qu'État lui-même. On a vu ça aussi à Cuba. Cuba n'est pas aussi développé que cela, mais il y a des indicateurs en termes de développement humain que Cuba a pu développer, notamment le niveau de mortalité qui est vraiment bas. À Cuba, le niveau de scolarisation qui est vraiment élevé. À Cuba, Cuba met devant certaines puissances. Donc je veux dire que au final, le développement n'est pas une question qui se résout de manière systématique. Il y a plusieurs étapes et à chaque étape, il y a des réalités. Voilà. Donc si aujourd'hui, nous sommes dans 2 états de transition, mais qui arrivent à se mettre dans la zone verte,
quand il s'agit d'évaluer les signaux économiques, je pense que ces États-là sont dans le bon chemin, ces États sont dans la bonne dynamique. Et tout ce qu'il faut, c'est de repenser quand même l'intégration africaine, de repenser cette solidarité-là qui doit propulser les États africains vers le haut. Parce que, n'oubliez pas, la Chine, à elle seule, représente quasiment une moitié du continent. L'Inde, pareil. Quand tu vois l'Union européenne, mais la France, l'Allemagne et tous ces États ne peuvent pas prospérer seuls. Donc, c'est dit que c'est aujourd'hui le moment pour les États africains de réfléchir. Réfléchir à comment on va aller ensemble. Il y a la ZLFK qui est là, il faut pouvoir l'évaluer. Si ça ne fonctionne pas, il faut pouvoir redéfinir cette nouvelle démarche qui va permettre quand même aux États africains de marcher ensemble. Marcher ensemble, vous l'avez dit, je vous reprends ce mot, réinventer l'intégration africaine. Messieurs, en tout cas, merci pour vos contributions sur cette question. Entre résilience et faillite, on voit que beaucoup de choses sont faites à Bamako ou à Conakry, mais nous pensons que pour nos populations, et Mehdi 1 est toujours aux côtés des populations du Mali et de la Guinée, c'est encore le moment de faire davantage pour la bonne gouvernance et surtout bâtir sur des normes internationales paisibles. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette émission. Vous pourrez la retrouver sur notre site internet www.mediantv.com, agréable suite de programmes sur nos antennes.